L'objectif des préférences motrices, c'est d'établir une carte d'identité de la façon de se mouvoir et la façon d'agir de la personne. Et donc du coup, d'individualiser votre sportif. Je dis sportif parce que je l'utilise pas. De faire le lien avec la préparation physique, avec les entraîneurs et également l'approche du saut. D'accord ? Et le principe de base est que nous devons tous retrouver la même carte d'identité pour qu'on soit d'accord sur la physiologie de la personne. Et donc, le premier exercice est d'établir la carte d'identité de notre sportif. Et pour ça, on va faire une batterie de tests. Cette batterie de tests, elle est... j'en ai rien. Cette batterie de tests, elle est composée de plusieurs éléments. Et là, je vais juste vous proposer un petit exercice qui permet de comprendre un peu. Je vais vous proposer de croiser vos doigts, tous respectivement. Et vous allez lever le pouce qui est sur le dessus. Et vous allez vous rendre compte que finalement, pensant être droitier, il vous semblerait logique que ce soit le pouce droit qui soit sur le dessus. Et vous allez vous rendre compte que qui est droitier avec le pouce droit sur le dessus, d'accord, qui est droitier avec le pouce gauche sur le dessus. Vous voyez que finalement, on est dans une proportion qui est quasi équivalente. Et donc finalement, ça n'a rien à voir avec votre latéralité, mais c'est une préférence. Et la préférence, c'est-à-dire l'attitude naturelle à réaliser un geste. Et maintenant, je vais vous demander de faire l'inverse de ce que vous venez de faire, c'est-à-dire d'inverser vos doigts pour poser vos doigts avec le pouce inverse. Et vous vous rendez compte que finalement, c'est un exercice qui n'est pas du tout agréable et que finalement, vous ne ferez jamais. C'est-à-dire que lorsque vous croiserez vos doigts, vous croiserez vos doigts toujours de la même façon. Et si maintenant, je vous demande de croiser vos bras, vous allez vous rendre compte que votre bras qui est en avant est peut-être le droit, peut-être le gauche, peut-être différent de votre pouce de tout à l'heure. Et si je vous demande d'inverser la position, vous vous rendez compte que de la même façon, c'est un exercice qui n'est pas agréable et que vous ne ferez jamais. Les préférences motrices, c'est ça. C'est-à-dire que l'on utilise et on cartographie vos aptitudes à réaliser tel ou tel geste. Et donc vous voyez bien que finalement, il y en a des droitiers qui vont lever leur pouce gauche et leur pouce droit. Et voilà, et chacun va avoir ses aptitudes. D'accord ? Donc là, je vais vous donner deux petits exercices. Et finalement, vous vous rendez compte que il a été créé deux grands types, mais que finalement, avec tous ces tests-là, on peut rendre les choses ultra spécifiques et ultra individuelles. Et c'est l'objectif. D'accord ? Donc, maintenant, je vais le spécifier un petit peu à la course à pied. Donc, les préférences motrices dans la course à pied et l'application dans la course à pied, je vais donner deux grands types de profils et les deux profils les plus éloignés les uns des autres pour que ce soit le plus parlant. D'accord ? Donc, on va avoir un coureur que l'on appelle très aérien, une foulée aérienne. Alors, une foulée aérienne et un coureur aérien, c'est un coureur qui se dépasse par sa chaîne postérieure et donc du coup qui se tient plutôt le corps en avant. D'accord ? C'est-à-dire qu'avant de se mouvoir, il est sur l'avant de ses pieds et quand il se déplace, il contracte sa chaîne postérieure pour se déplacer. D'accord ? Et le coureur plutôt terrien, lui, a un profil qui est différent. Il est plutôt sur l'arrière, plutôt sur ses talons, et il va contracter sa chaîne antérieure pour se déplacer. Et donc, déjà, vous pouvez comprendre que les muscles qu'il met en œuvre pour se déplacer sont sensiblement différents et qui ne sont pas utilisés exactement de la même façon. Et donc, du coup, le mouvement va être différent. Donc, dans les foulées, dans les coureurs de type aérien, on va avoir certaines physionomies qui vont mettre donc plutôt une tendance à attaquer plan de pied, attaquer avant-pied. J'en reparlerai tout à l'heure. Et les coureurs plutôt terriens qui vont plutôt attaquer talon, genou, flexion. D'accord ? Alors ça casse un peu le dogme normopensant de l'attaque avant-pied. Si vous voulez, on en reparlera.
Et donc, dans ce profil aérien, donc, ces coureurs-là vont avoir tendance plutôt à être coude serré, bras dans l'axe, avec une foulée plutôt ondulante, d'accord. Et alors que les coureurs plutôt terriens vont être plutôt donc, départ sur les talons, progression vers l'avant, donc une foulée avec un demi-pas antérieur, un déplacement de centre de gravité plutôt faible, et par contre le mouvement de bras et une assise un peu plus large. D'accord? Donc ça, c'est le profil de nos deux coureurs. Et en fait, c'est largement corrélé. Donc là, je vous ai donné deux profils qui sont par rapport à la course à pied, mais on pourrait le faire, et on le fait par rapport à tout type de sport. C'est-à-dire que dans tout le sport, on peut corréler ces choses-là. Je vous donne deux exemples rapides. Par exemple, dans le tennis, on va avoir un joueur comme Nadal, qui est un tennisman plutôt terrien, qui va plutôt ancrer, qui va être sur ses talons, et qui va avancer vers l'avant. Et on va avoir un sportif comme Federer, qui est plutôt aérien, et lui est capable de se déplacer vers l'arrière pour frapper. Après, de là à dire quel est le meilleur, on en discutera. On va en discuter, mais vous voyez que ce sont deux profils différents. Et on étudie juste leur façon de se mouvoir, et on leur donne, on analyse leur façon de le faire. Et cette façon de le faire, ce sont des choses qui ont déjà été faites de façon depuis longtemps. On ne fait juste que corréler les choses. D'accord? Donc finalement, le coureur qui est plutôt aérien dans son profil le plus extrême. D'accord? C'est quelqu'un qui va se déplacer par sa chaîne postérieure, comme je vous l'ai expliqué. Donc ici, selon les chaînes musculaires, il va se déplacer avec sa chaîne postérieure, et s'il a un profil encore plus marqué, il va aussi solliciter sa chaîne postéro-externe, donc il va être dans ce profil-là. Et en plus, troisième élément dans les chaînes musculaires, il va utiliser sa chaîne inspiratoire, donc au maximum de son profil. D'accord? Et le profil, on va dire, le plus éloigné, va être le profil terrien, qui donc lui est plus sur l'arrière, et c'est avec sa chaîne antérieure, sa chaîne antéro-interne et sa chaîne expiratoire. D'accord? On est sur deux profils, et donc déjà vous voyez que là, en combinant tous ces profils-là, on a déjà un certain nombre de profils qui peuvent apparaître, et donc déjà un certain nombre de façons d'agir. Alors je vous en donne par exemple un autre rapidement. On peut avoir un profil qui est terrien, mais plutôt antéro-externe, d'accord? Au lieu d'être antéro-interne, antéro-externe et inspirateur, qui est différent de celui que je vous ai proposé tout à l'heure. Et donc dans sa façon d'agir, dans sa façon de se mouvoir, ce sera un petit peu différent. Et donc du coup, on continue à essayer de rechercher et de classer, d'établir cette cartographie. Et il y a d'autres éléments qui interviennent. Bon, j'en ai cité quelques-uns. L'épaule motrice, par exemple. Alors l'épaule motrice, c'est-à-dire que l'élément déclencheur dans notre mouvement va être différent chez les uns et chez les autres. Quelqu'un qui va être très aérien va commencer à se déplacer par les épaules, alors que quelqu'un qui est plutôt terrien va commencer à se déplacer plutôt par son bassin. Et dans cette classification-là, celui qui est très aérien, il peut engager avec une épaule droite ou avec une épaule gauche. Et s'il engage avec une épaule droite, son mouvement va être différent. S'il engage avec une épaule droite et qu'il est très dissocié, il va se déplacer avec une droite dissociation. S'il est plutôt associé, son mouvement va être plutôt associé comme ceci, même si ce n'est pas vraiment de l'angle à la fin. D'accord? Ça c'est un des exemples. Donc il y a également le directeur, le type de vision. Alors, ça va faire écho à ce qu'il expliquait tout à l'heure, des lésions montantes ou descendantes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des visions plutôt hautes, plutôt basses. C'est-à-dire que dans le trail, par exemple, il y a celui qui se prend la branche en l'air parce qu'il est tout le temps en train de regarder ses pieds, et il y a celui qui se prend toujours les pieds parce qu'il est toujours en train de regarder le paysage. Chacun son profil, en fait. Et il y a une explication donc à qui fait quoi et pourquoi est-ce que ça lui arrive. Ça permet, la cartographie permet d'identifier ça.
Et donc après, il y a aussi un profil ethnique, j'en parle parce que finalement, si on prend les guerriers Maasai au Kenya, qui ont pour rituel de faire des danses où ils sont beaucoup dans les sauts, ils sautent beaucoup en hauteur, tout ça, ils sont très en extension. Vous vous doutez que c'est un profil qui est très 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 aérien, d'accord, en opposition avec le Haka Maori, où ils sont vraiment très posés, très ancrés, et ils sont très sur leurs talons. Donc en fait, déjà, dans leur génétique, il y a déjà des choses qui sont déjà inscrites et qu'il faut prendre en considération. Bon, et ensuite, il y a des facteurs influençants. Alors les facteurs influençants, un des premiers facteurs influençants qui va être très important, ça va être la laxité. C'est-à-dire que déjà vous voyez qu'on a élaboré une cartographie qui est déjà peut être très très large, qui est un peu presque infime. Et au milieu de ça, il y a des facteurs qui vont être influençants. Un facteur influençant important, ça va être la laxité, c'est-à-dire la laxité naturelle. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui est plutôt terrienne avec des laxités, naturellement, elle ne va pas se retrouver genou fléchi, et parce qu'elle va manquer de stabilité, donc elle va partir, elle va aller rechercher de la stabilité, ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure sur le valgus, et donc du coup, finalement, elle va avoir besoin un peu d'extensibilité, et parce que sinon, ça va créer de l'instabilité. Et donc du coup, ça déplace un peu le curseur en fonction de là où elle est placée. La latéralité, c'est notre aptitude naturelle à être plutôt sur un côté ou plutôt de l'autre. Par exemple, personnellement, moi, depuis tout à l'heure, je me tiens sur ma jambe gauche, 80% du temps, je m'en parlerai tout à l'heure. Donc, effectivement, sur cette jambe-là, pour moi, dans mon profil, ça va être un profil sur cette jambe-là qui va s'exprimer, qui va être plutôt aérien, sur lequel vraiment je rebondis plus, et je vais plus vers l'avant, et donc cette jambe-là, j'aurai un profil susceptible de dégager plus des pathologies de ce type-là, notamment à cet endroit-là. Et ça correspond par exemple aux gens qui disent « moi j'ai tout le temps mal de ce côté-là ». Et que parfois on a du mal à expliquer, et que ça peut peut-être expliquer. Ça peut être une des raisons. Ensuite, les réflexes primaires archaïques non intégrés, j'en parle rapidement, mais c'est assez complexe. Mais donc les réflexes primaires, ce sont les réflexes que l'on a jusqu'à la fin de la première année de la naissance, après la naissance, d'accord, et qui normalement disparaissent. Et finalement, on en a en moyenne entre 3 et 5 qui continuent à s'exprimer dans notre vie adulte. Je vous donne un exemple. Par exemple, le réflexe de Monroe, qui est finalement, si vous stimulez la chaîne postérieure, un bébé, vous prenez, hop, vous le relâchez tout doucement comme ça, il écarte les bras, il se met dans la chaîne postérieure externe. Ça, c'est le réflexe de Monroe. Personnellement, j'ai un réflexe de Monroe qui s'exprime et qui me permet aujourd'hui, par exemple, actuellement, de m'aider, puisque il me permet de me mettre dans la chaîne postérieure externe et dans la chaîne postérieure. C'est plus facile pour présenter plutôt que d'être comme ça et de stimuler notre chaîne. Et donc du coup, ça va aller contrecarrer, par exemple, dans mon cas, si j'étais dans un profil terrien avec chaîne antérieure et antéro-interne, et avec un profil en plus avec un réflexe de Monroe qui s'exprime, donc je vais avoir deux choses qui s'opposent un petit peu. Et donc du coup, dans la recherche des tests et dans l'analyse des gens, il y a les tests, il y a l'analyse, et il s'agit de faire très attention, de ne pas se tromper, puisque après, tout ce qu'on va utiliser, le traitement, la proposition d'entraînement, tout ce qui va avec, va découler de ça. Donc il faut prendre le temps d'analyser et de chercher. Voilà, il y a un certain nombre d'autres éléments qui rentrent en compte, donc je vais passer. Donc, vous voyez que quand même, finalement, ce qui paraît étonnant dans ce que je suis en train de faire, je suis en train de classer des gens, et finalement, on pourrait me reprocher donc de vouloir classer des gens, et puis vous vous rendez compte que quand même, mon objectif, c'est pas de les classer, c'est justement qu'ils retrouvent leur singularité. Et que finalement, donc du coup, pour moi, en tant que thérapeute,
avoir la singularité du traitement. D'accord? Voilà. Et que donc du coup, par exemple, je m'éloigne un petit peu de la pensée de la course avant pied qui, si tous les coureurs se mettent à courir avant pied, ne se blessent plus. Vous voyez que selon mon profil, en fait, on achète selon ma conception et l'approche des préférences motrices, c'est pas la mienne. Finalement, on a plusieurs combinaisons de profils, et donc du coup, il y a celle qui nous convient à nous. D'accord? Et donc du coup, le modèle de course unique, je m'éloigne un petit peu. Mais je pense qu'il était important de le développer à l'époque, parce qu'avant, il y a quelques années, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu du trail, et tout le monde courait, personne ne se posait de questions, ni technique, ni dans l'entraînement, ni dans rien. Et donc ça a permis de se poser des questions de qu'est-ce qu'on se met sous les pieds, comment est-ce qu'on court, et je pense que c'était un réel progrès. Après maintenant, je m'en suis détaché pour les raisons que je viens de vous expliquer, mais par contre je pense que c'était un réel progrès à ce moment-là. Et donc du coup, toujours dans le suite de ce schéma de préférence motrice, on a trouvé différents types de pathologies. Alors, les pathologies rencontrées, ça va être par exemple un excès d'extension, c'est-à-dire en gros un excès d'extension, c'est quelqu'un qui a un excès une sursollicitation de sa chaîne postérieure et de sa chaîne postérieure-externe. D'accord? Et donc du coup, il va être très compressif. Un excès de fluidité, on comprendrait qu'un excès de fluidité, ça entraîne une recherche de stabilité des pièces osseuses sans mise en tension musculaire, et comme les ligaments sont instables, ça entraîne des profils qui sont comme ça. D'accord? Le troisième qui est tranche-casse, qu'on appelle tranche-casse, c'est une extension, qui est spécifique à la course à pied, mais qui est en gros une incohérence entre l'aérien et du terrien. C'est-à-dire quelqu'un qui va être, d'après ce que j'explique, terrien, donc par exemple, qui va être terrien, et qui va de coup vouloir se mettre à courir comme un aérien. Et donc à un moment donné, il utilise des capacités pour lesquelles qui ne sont pas les meilleures pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire que ce n'est pas forcément celles qui sont les plus adaptées. Et donc souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire un schéma hybride entre l'aérien et le terrien, et donc du coup qui va générer des pathologies. D'accord? Et l'excès de latéralité, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire mon excès d'appui sur sa jambe gauche, donc qui est cette extension et cette simulation de ma chaîne postérieure externe, peut m'entraîner des pathologies à ce niveau-là. Je me permets une petite alerte sur le temps. Comment ? Je me permets une petite alerte sur le temps. Donc, je vais vous donner quelques exemples de pathologies en fonction des pathologies selon les préférences motrices. Et donc, vous voyez que, en gros, on va retrouver chez les pathologies aériennes des gens qui ont une sursollicitation de leur chaîne postérieure et postérieure externe, donc avec des douleurs de dos, de lombalgie, des aponeurosites, métatarsalgie, amyopathie d'Achille, toute la chaîne postérieure. D'accord? Mais vous voyez aussi qu'il y a aussi, on peut aussi retrouver des douleurs de la chaîne antéro-interne, c'est-à-dire par exemple la pubalgie. Et alors, on n'en retrouve pas trop dans la course à pied, mais beaucoup dans le football, parce qu'en fait, ils travaillent beaucoup sur leur chaîne antéro-externe, et donc leur chaîne antéro-interne est mise en tension et insuffisamment tonique. Et donc, du coup, il va y avoir une inflammation. Et en fait, le traitement, c'est de relâcher la chaîne. Donc, les incohérences, voilà, je vous ai montré, des excès de fluidité avec des syndromes rotuliens et des pathologies du genou, et les excès de latéralité, voilà, douleur de hanche, sciatique chronique, ça fait partie des éléments que l'on retrouve. Donc, au niveau du traitement, il faudra conclure, sinon on va être complètement à la d'accord. Ok. Au niveau du traitement, du coup, c'est intéressant.
Au niveau du traitement, donc vous vous doutez que quelqu'un qui est trop aérien, on va le basculer. Qui est une pathologie aérienne, qui est aérienne, on va relâcher la pathologie aérienne et le ramener un petit peu antérien. Celui qui a une incohérence, on va traiter son incohérence. Soit il a une incohérence et il est aérien, on va le ramener dans son côté aérien. Soit il a une incohérence et aérien, on va le ramener dans son côté aérien. D'accord? Et s'il y a des excès de fluidité, là, on va aller rechercher de la rigidité, en sachant que on passe 80% de son temps dans un schéma et 20% dans l'autre, pour tout le monde. C'est-à-dire que même celui qui a un profil comme ceci, il passe 20% de son temps à se reposer dans ce profil-là. Donc quand vous allez analyser les gens, eh bien, il faut voir dans quel moment est-ce qu'il est et il se situe. C'est-à-dire que si vous m'analysez moi actuellement, moi je suis dans mes 20% finalement, qui sont ma chaîne postérieure et ma chaîne postérieure externe, et finalement je peux être dans ma vie dans ce schéma-là. Voilà, donc bon, je vous ai présenté quelques exemples sur lesquels je suis allé rapidement. Et donc du coup, on peut transposer ça à toutes les disciplines et on retrouve tout un tas de sportifs. Donc là, je vais vous présenter donc, les 80-20% qui est une base importante. Il y a des corrélations avec des profils psychologiques. Je vous présente des exemples et je vous montre qu'il existe différents types de sportifs avec chacun son profil. Et que donc du coup finalement l'idée c'est d'optimiser la qualité de la personne et pas d'aller ressembler à tel ou tel champion. D'accord? C'est-à-dire que finalement il y a tout un tas d'ultra-trailleurs et je n'ai cité que des gens qui ont gagné le Grand Raid. Donc finalement ça va être compliqué d'expliquer qui a fait mieux que quoi. Et on peut transposer ça dans toutes les disciplines sportives, notamment dans les sports de combat, c'est très utilisé. Les sports de combat et d'opposition, les préférences motrices sont utilisées depuis longtemps, parce que finalement on se rend compte qu'on sort un petit peu du modèle. Il faut essayer de sortir du modèle unique pour l'optimisation de la performance de notre sportif en face. Voilà, j'ai été un peu rapide. Je reprécise que l'important c'est toujours d'individualiser et qu'on ne cherche pas à mettre les gens dans des cases et après de proposer quelque chose vraiment spécifique à notre sportif. Je vous remercie de votre attention.